Je vais demander à Olivier Ezrati, qui est spécialiste du CES également, de nous en dire un petit peu plus sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut avoir confiance en l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut la craindre? Comment elle va nous impacter demain? Et d'un point de vue un petit peu plus technique, comment il faut la regarder, cette intelligence artificielle? J'ai une réponse très rapide, mais une explication longue. Ma réponse, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut avoir peur de l'homme. C'est très simple. C'est l'homme qui fait des bêtises, c'est pas l'IA. Hein. D'autant plus que quand l'IA fait des bêtises, elle ne fait que consolider la bêtise de l'homme et elle la reproduit. Et donc, il faut avoir peur de nous-mêmes, enfin de nous collectivement. Et je vais vous le montrer avec quelques exemples illustrés. Pour la première fois, je vais faire une conférence sur le CES sans parler du CES, puisque je ne vais pas du tout évoquer le CES dans mon intervention. Je réponds à la question qui m'a été posée par Christophe. Et la manière suivante. Alors, premier point, je commence toujours mes interventions sur l'IA en repositionnant les briques techniques de l'IA. Je remets les cases dans la bonne case. Souvent, on se trompe, en fait. Quand on parle de deep learning, par exemple, on prête au deep learning des capacités que ça n'a pas. Alors, je vais rappeler, en fait, que dans l'histoire de l'IA, il y a 5 grandes briques technologiques. Et en général, on en connaît 2 et on en oublie 3. La première brique qu'on oublie, c'est le raisonnement automatique. Le raisonnement automatique, ça a démarré dans les années 50-60, ça a été la démonstration de théorèmes, c'est devenu les systèmes experts dans les années 80. Aujourd'hui, on appelle ça les Business Rule Management Systems, donc plus personne n'en parle parce que c'est noyé dans la masse des offres logicielles des grands acteurs de l'informatique d'entreprise. Mais ça reste un outil extrêmement important dans la détection de fraude, dans la manière de faire fonctionner une voiture. Il faut savoir par exemple que quand une voiture autonome d'Uber a écrasé une malheureuse dame avec son vélo dans l'Arizona récemment, le bug n'était pas dans le deep learning, le bug n'était pas dans les capteurs, le bug n'était pas dans la détection du vélo et de la dame, le bug était dans le moteur de raisonnement du véhicule qui n'avait pas tenu compte des alertes. Donc il y avait eu un choix humain de ne pas tenir compte d'une alerte dans certaines conditions. Deuxième sujet, c'est le machine learning dans les entreprises. Le machine learning, je vais dire le machine learning d'origine, celui d'il y a 10 ans, 20 ans, il est utilisé essentiellement pour travailler sur des données structurées. On l'utilise donc avec des bases de données, clients, des logs Internet ou autres, pour détecter des bizarreries, pour faire des prédictions, pour détecter du churn chez Orange ou Canal+. Et ça reste un usage extrêmement important dans le marketing, dans la finance, dans tout un tas de domaines. Mais c'est pas encore du deep learning. Après, il y a ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ce sont des outils logiciels qui donc, cherchent à imiter une partie du fonctionnement du cerveau avec des neurones logiciels qui permettent de faire finalement une forme de machine learning un peu plus sophistiquée et qui permet de faire des prédictions, de taguer des objets qui sont plus sophistiqués qu'une base de données structurée de manière classique qu'on utilise en machine learning. Et puis là-dessus se rajoute le deep learning qui est simplement une forme de réseau de neurones particulière, qui est un réseau de neurones avec plus de couches qu'un réseau de neurones de base. Donc en gros, la différence entre deep learning et réseau de neurones, c'est que réseau de neurones de base, c'est 2-3 couches en moyenne, et le deep learning, c'est plus que 3 couches. Alors pourquoi plus que 3 couches? Le fait qu'il y ait plus que 3 couches ne rend pas le réseau de neurones intelligent au sens de l'intelligence humaine. Il ne permet pas au réseau de neurones de réfléchir, de raisonner, de comprendre le monde. Il permet simplement de classifier des objets, notamment pour les reconnaître, quand la diversité des objets qu'on veut classifier est très grande. Donc, pour être capable de différencier des clients dans une base de données avec du machine learning, on a peut-être 10, 20, 150 paramètres, ok. Alors que quand on veut classifier des images, on a plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de pixels. Donc la variabilité est plus grande. Pareil pour identifier des mots dans une phrase, pour les traduire. Donc en fait, quand la variabilité est très grande, quand l'espace statistique est très très grand, on a besoin de réseaux de neurones plus complexes, avec plus de couches, plus de neurones, et c'est pour ça qu'on appelle ça le deep learning. Mais deep, profond, c'est pas du raisonnement, c'est profond à cause du nombre de couches qu'il y a dedans. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionnait, on se fait des idées sur ce que ça fait, et des idées qui sont en général complètement fausses. On ne comprend pas comment ça marche, donc on nous raconte des salades sur le deep learning va faire ceci, va faire cela. Et puis il y a une dernière couche qu'il faut citer, qui est celle du haut, qu'on oublie complètement, et qui pourtant est extrêmement importante dans les entreprises industrielles, dans les ESN et dans les gens qui créent des systèmes à base de logiciels et d'IA, c'est la couche d'intégration qu'on appelle les réseaux multi-agents. Ce sont des techniques qui relèvent un petit peu de ce qu'on appelait le workflow avant dans les entreprises, qui permettent d'intégrer tout ça pour créer une solution. Donc par exemple, quand vous avez un robot, humanoïde ou pas, quand vous avez un véhicule autonome,
semi-autonome. Quand vous créez même un chatbot ou un agent conversationnel ou un Google Assistant, à chaque fois, vous avez un système qui est capable de réagir à l'extérieur, aux événements extérieurs, voire qui prend des décisions, mais il s'appuie en fait sur plein de capteurs, plein de données, du hardware et en général la quasi-totalité des briques qui sont en dessous. Et donc en fait, une IA, ce qu'on appelle une IA, qui est un vocable qui ne veut pas dire grand-chose, c'est un mélange de toutes ces choses-là, c'est un assemblage, et il y a un énorme savoir-faire dans l'assemblage. Et donc quand on dit, oui, ça c'est de l'IA washing, ça c'est pas de l'IA, en fait tout ça c'est de l'IA. Pourquoi? Parce que historiquement, depuis 1955, tout ça, ça fait partie du champ de l'IA. Alors si on fait du machine learning un peu à l'APP, à l'ancienne, bah, c'est quand même de l'IA, sauf que c'est pas l'IA qui raisonne. Si on a un système expert qui n'est pas couplé à des capteurs avec des systèmes de deep learning pour comprendre le monde extérieur, ça sera un système expert qui ne sera pas relié avec le monde extérieur, qui ne fera pas, par exemple, d'apprentissage par renforcement. Mais tout ça, ça fait partie du champ de l'IA. Il n'y a pas de fausse IA, de vraie IA. C'est un champ extrêmement vaste avec des niveaux de sophistication, des niveaux de raisonnement qui sont très variables d'un sujet à l'autre. Alors, la grande question qu'il faut se poser, quand on a peur ou pas de l'IA, c'est de savoir si l'IA, finalement, dépasse ou pas les capacités humaines. Il faut savoir que l'IA, c'est simplement une boîte à outils, comme le logiciel depuis très longtemps. On a peur de l'IA aujourd'hui parce qu'on a peur qu'elle nous dépasse. Moi, je rappelle toujours que l'ordinateur nous dépasse depuis déjà très longtemps sur plein de domaines. Vous prenez simplement la mémoire. Vous savez, quand IBM gagne à Jeopardy face à des joueurs humains, c'est pas du jeu. Ils ont mis Wikipédia dans la RAM. Et l'homme, il a 1 giga de mémoire en moyenne. J'ai fait le calcul. Hein. Vous faites une clé USB d'1 giga. Votre cerveau. Pas beaucoup, hein? Moi, je ne sais pas, probablement la même chose, sauf que je ne retiens pas la même chose que tout le monde. Mais de toute façon, quelqu'un qui lit, qui écrit et qui écoute d'autres personnes toute la journée, pendant 12 heures par jour, pendant 80 ans, en tout, ça fait 40 gigaoctets. Mais quand on retient que 2-3%, et que la plupart des gens ne font pas ça, on tombe à 1 giga à la fin. Plus ou moins 80% selon les types d'activités. Donc en fait, notre mémoire à nous, de toute façon, elle est déjà battue par les machines depuis très longtemps. Le calcul, vous êtes battu par la règle à calculer, puis la calculatrice, puis le tableur depuis très longtemps. Et on n'a pas peur pour autant. Donc en fait, l'IA, c'est pareil. L'IA, c'est des briques de logiciels qui vont nous permettre à nous de faire plus de choses, de faire, comme Michel Serres l'appelle, de l'exodarwinisme, c'est-à-dire d'externaliser des fonctions de l'intelligence humaine ou de capacité humaine, pour à nous permettre de faire autre chose. Et ça continuera d'être dans la lancée. Alors par contre, quand on va dans la zone où j'ai mis en orange et en rouge dans mon slide, il y a plein de domaines où, pour l'instant, la machine ne nous a pas encore battus. Alors, je dis pas encore. La gestion des émotions, la conscience de soi, la définition d'objectifs, l'interaction avec le monde. Finalement, une IA n'est dangereuse que si elle interagit avec le monde physique, le monde biologique. Une IA qui tourne dans un ordinateur qui est isolé du monde, elle n'est pas dangereuse finalement. Mais dès qu'on la connecte au monde, alors par exemple une IA qui serait connectée à toutes les infrastructures, les transports, le train, les avions, l'énergie, l'eau, l'électricité, elle pourrait être dangereuse si elle était mal programmée. Une IA qu'on met dans notre corps, qui contrôlerait tous nos éléments biologiques, elle deviendrait effectivement dangereuse si on la programmait n'importe comment. Mais si on isole l'IA du monde physique, elle n'est pas dangereuse. Donc le risque, il est plutôt dans la liaison avec le monde physique. Et puis il y a un autre élément qu'on voit tous les jours, il suffit de tester Google Assistant ou d'autres outils de ce type-là, on voit que le traitement du langage, ça s'améliore, ça fait 30 ans que ça s'améliore, mais c'est quand même pas encore ça. Pourquoi? Parce que le langage est un système complexe. Le langage couplé au raisonnement, la mémoire, sont des éléments extrêmement complexes que les IA ont pour l'instant du mal à gérer. Alors tout ça s'améliorant généralement de manière continue. Et puis il y a un point extrêmement difficile à traiter dans l'IA aujourd'hui, qu'on appelle le raisonnement généraliste. C'est-à-dire c'est la capacité à raisonner par déduction, par induction, par analogie, à résoudre des problèmes, à se débrouiller, à élaguer un arbre de décision. Par exemple, c'est que quand vous êtes face à un problème dans la vie de tous les jours, vous faites des choix empiriques qui sont basés sur la manière d'utiliser l'information de la vie de tous les jours. Alors, je donnais un exemple d'ailleurs que j'adore utiliser parce qu'il est assez frappant. Je l'ai testé depuis 2 mois et ça marche très bien. Je vais vous faire rigoler, vous allez voir. Je vais vous expliquer la différence entre le machine learning et le raisonnement automatique. Vous avez des enfants? Qui a des enfants? Ah. Qui a des enfants en bas âge? Voilà. Comment on apprend à un enfant à marcher et à traverser la rue? Pour traverser la rue, en général, l'enfant il a 1 an et demi, 2 ans, on lui dit tu tiens la main de papa, maman, on va passer sur des passages cloutés, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde le feu, on vérifie qu'il n'y a pas de voiture, et on traverse. Et normalement, tout va bien se passer. Ça s'appelle le raisonnement, qui s'appuie sur des règles connues existantes. Maintenant, le machine learning,
Ça consiste à prendre 2000 enfants aux Champs-Élysées qui ne savent pas traverser la rue, qui n'ont pas de parents, et on leur dit « traverse la rue ». Tu cours aussi vite que tu peux, et on met des caméras, on surveille, on regarde les enfants qui sont vivants à l'arrivée de l'autre côté, et on essaye de voir, en analysant ce qu'ils ont fait, finalement, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé des méthodes particulières pour rester vivants de l'autre côté de l'avenue? Et on se rend compte qu'il y en a qui couraient plus vite que les autres, on se rend compte qu'il y en a qui sont bien passés au passage clouté, qui ont regardé le feu, qui ont appliqué les règles. Alors c'est un peu absurde ce que je vous dis, mais c'est juste pour rappeler que quand on connaît les règles, autant les appliquer tout de suite, plutôt que de les rechercher en observant les règles dans les données. Alors ça, c'est un petit message pour les marketeurs qui font du machine learning pour comprendre leurs clients, alors qu'en fait, ils ont sous leur nez le truc qui ne va pas. Genre Canal+, qui néglige Netflix depuis 5 ans, par exemple. C'est un exemple. Hein. Ils pourraient faire tout le machine learning qu'ils veulent pour comprendre leurs clients, mais parfois, ils font d'énormes bêtises dans leur marketing, dans leur relation client, et il n'y a pas besoin de data pour le savoir. Donc c'est juste pour... Et ça montre bien la bêtise humaine. La bêtise humaine, c'est se réconforter par les données, alors que parfois, on a déjà le raisonnement, on a déjà le savoir-faire qui permet d'éviter de passer par la data pour faire des choses intelligentes. Alors, autre exemple de truc qui m'agace profondément, ça date d'hier. Vous avez notre ami Laurent Alexandre qui dit, ça y est, une IA est meilleure que les médecins pour détecter je ne sais pas quelle pathologie en cancérologie. Et donc, le médecin doit absolument se réformer pour apprendre à travailler avec l'IA. C'est vrai depuis 40 ans, ça. C'est vrai depuis 40 ans. Dès que vous avez un nouvel outil qui apparaît, un tableur pour un expert comptable ou pour un marketeur, un traitement de texte pour un journaliste ou pour un consultant, à chaque fois, effectivement, à charge pour le professionnel d'adopter le nouvel outil. Bon, en l'occurrence, quand on creuse, à chaque fois, moi j'adore faire du fact-checking dans l'IA, parce que vous avez un titre tonitruant, alors vous cherchez l'article, après vous cherchez l'article source, donc là vous avez Xinhua.net qui est le journal chinois qui raconte l'histoire en détail. Et quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte que, oui, effectivement, ils ont amélioré le taux de reconnaissance de cancer par rapport à des cancérologues et des radiologues. Sauf que, n'oubliez pas le raisonnement qu'il faut prendre dans ce domaine-là. Quand une IA, qui est une espèce d'objet miraculeux, reconnaît un cancer mieux qu'un cancérologue, l'IA, c'est comme Wikipédia dans Jeopardy. Ça n'est que la consolidation de la compétence de tous les cancérologues. Donc il est normal que la consolidation des compétences d'un métier donné soit meilleure qu'un individu de ce métier-là. De même que si on consolide la compétence de tous les juristes dans un moteur de recherche de juristes, évidemment, la mémoire de ce système-là sera meilleure qu'un juriste isolément. Mais par contre, le raisonnement, pas forcément. Or, le radiologue, il raisonne de manière globale. Il voit le patient, il a face à lui, ou le cancérologue, il a affaire à beaucoup plus d'informations que simplement la radio. Il va regarder les histologies, il va regarder les bilans sanguins, il ne va pas regarder juste un élément. Et donc, on a tendance à simplifier les choses à outrance et on oublie que l'IA n'est que la consolidation de l'expertise humaine. Ce n'est pas une expertise qui tombe du ciel. Donc, si l'expertise de départ n'est pas bonne, le résultat sera mauvais. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à IBM Watson. Il faut savoir qu'IBM Watson, qui est expérimenté pour faire de la cancérologie depuis 2013, se plante régulièrement. Pourquoi? Parce que les bases de données qui alimentent Watson sont des bases de données qui viennent de tests cliniques de drugs et qui viennent aussi de rapports de chercheurs. Or, il s'avère qu'une étude de Stanford de 2014 a montré que 45% des études dans ce domaine-là étaient pipotées. Et par ailleurs, il y a des biais positifs, c'est-à-dire que les études ne contiennent que les études qui ont fonctionné. Mais on ne publie pas et on n'exploite pas les études qui ont des résultats négatifs. Donc vous avez deux biais, le pipeau et le biais positif. Vous faites les deux, il n'y a plus que 20% d'informations correctes. Donc vous avez une information qui n'est pas correcte, le résultat ne sera pas correct. De qui faut-il avoir peur? De l'IA ou des gens qui ont alimenté l'IA et des datas qui ont alimenté l'IA qui étaient pipotées? Donc c'est l'homme qui est le danger, ce n'est pas l'IA, ce n'est pas le logiciel en tant que tel. Alors, pour la petite histoire, j'ai retrouvé un système expert des années 70 qui faisait la même chose pour d'autres types de pathologies. Et effectivement, 69% des réponses étaient bonnes, et ça allait de 42 à 65 pour les professionnels, dans une autre pathologie. Et ça, c'était il y a 40 ans. Et ça vous rappelle quelque chose qui est très important en psychologie humaine, c'est qu'on est prêt à accepter un taux d'erreur de l'IA que si ce taux d'erreur est largement inférieur à celui de l'homme. Et c'est pareil pour les véhicules autonomes. Là, on a eu 4 accidents en 2 ans, ça fait peur à tout le monde, mais la question, c'est pas de savoir combien il y a eu d'accidents, et qu'il y a eu des accidents impressionnants, c'est de savoir combien il y a d'accidents par kilomètre parcouru. Et il faut comparer par rapport à des situations comparables. Or, on ne tolérera les accidents de véhicules autonomes que si le taux d'accident est du genre 100, enfin de 10 à 100 à 1000 fois inférieur aux accidents générés par des conducteurs humains qui ne respectent pas le code de la route, qui sont bourrés, qui sont drogués, et qui conduisent sans permis. Ça arrive. Hein. Bon. Donc, notre tolérance... Non, ça arrive, il paraît. Oui. Donc la tolérance humaine par rapport à la machine,
elle sera beaucoup moins bonne que vis-à-vis de l'homme, alors que c'est plutôt l'homme qui est le danger d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue psychologique dans la tolérance de la technologie. Alors l'IA dans la santé, pour moi, c'est un truc extraordinaire. Laurent, il n'arrête pas de dire que les docteurs vont être dépassés. De toute façon, il n'y a pas assez de docteurs. Donc si vous automatisez une partie du boulot des docteurs, il y aura toujours besoin de docteurs. Il n'y a pas assez de cancéro, il n'y a pas assez de cardio, il n'y a pas assez d'ophtalmo. Donc si vous augmentez de 15 à 20% la productivité à l'échelle mondiale, vous allez lutter contre les déserts médicaux, et ce sera tout bénef pour le patient. Par ailleurs, notamment dans les biotech, il y a des trucs extraordinaires que différents algorithmes d'IA permettent de faire pour traiter des pathologies qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Et moi, je suis extrêmement optimiste sur la capacité à avancer dans la recherche scientifique dans ce domaine-là pour traiter des vrais problèmes de société, des vrais problèmes de pathologie. On est encore dans la mouise dans les cancers, on est dans la mouise dans les maladies neurodégénératives. Il y a énormément de boulot à faire pour améliorer la capacité à traiter ça. Donc là, il faut plutôt avoir confiance. Mais il faut le faire dans un environnement où les gens utilisent sérieusement les technologies, ne pipotent pas sur les datas et sont sérieux dans leur manière de travailler. Et n'exagèrent pas aussi les bénéfices parfois de certaines solutions. Alors le gros sujet d'ailleurs qui oblige à être méfiant de l'IA, c'est toujours l'homme en fait. C'est ce qu'on appelle le biais des données. L'exemple le plus connu que j'ai mis dans le slide là, c'est un exemple de hardware, un exemple de software. Les gens ont découvert aux États-Unis que certains logiciels de reconnaissance du visage ne reconnaissaient pas les peaux noires. Alors c'est embêtant. Bon, il y a 18% de blacks aux États-Unis, donc si vous avez une base de données d'entraînement qui ne contenait que 3% de visages noirs, ça crée un biais statistique qui est que les visages noirs sont très mal reconnus, parce que leur représentation dans la base d'entraînement ne correspond pas à celle du monde réel, donc ça ne marche pas. Ça marche pas bien. Le robinet qui est à droite, c'est un robinet de distribution de savon. Même topo, c'est même pas de l'IA, c'est le capteur infrarouge qui ne reconnaît pas les peaux noires. Donc comme quoi, on peut avoir un biais dans le hardware sans même passer par l'IA. Eh oui. Et donc, qui est fautif là? C'est l'IA? Mais non. Ceux qui sont fautifs, c'est les gens qui ont créé ça. Et il faut savoir que l'équipe qui a créé le logiciel, je ne sais pas lequel c'est d'ailleurs, je n'ai pas le détail de l'article là, mais les gens qui ont créé le logiciel de reconnaissance des visages, c'est tous des blancs. Ben oui, donc si vous mettez que des blancs, ils vont reconnaître que les blancs. Et c'est classique, si vous êtes une start-up française qui invente une solution marketing qui fait du machine learning très sophistiqué pour comprendre les clients et que la base d'entraînement ne contient que des Français, vous allez merder en Australie. Enfin, ça ne marchera pas, parce que vous ne serez pas adapté au contexte culturel d'autres pays. Donc il faut toujours que le choix des données incarne au mieux possible la diversité des situations que vous rencontrez sur le terrain dans la mise en œuvre de votre solution. Donc le choix de données, c'est un choix humain, ce n'est pas la machine. D'ailleurs, les gens qui croient que le machine learning, c'est un machin qui apprend tout seul, c'est magique et c'est génial, se plantent complètement. Un data scientist qui fait du machine learning, c'est lui qui choisit les modèles, et il y en a des dizaines à choisir, c'est lui qui teste les modèles, c'est lui qui vérifie que les modèles fonctionnent bien avec les données d'entraînement qu'il a, c'est lui qui calcule le taux d'erreur que ça génère. C'est du boulot, ça, c'est pas automatique. C'est pas le truc magique, il faut vraiment le comprendre. L'IA n'est pas magique, c'est du travail pour les gens qui le font. Alors le principal problème que l'IA génère un problème que j'appelle le biais du rétroviseur. Et ça, c'est vrai pour le machine learning, et c'est vrai pour le deep learning et les réseaux de neurones. Le biais du rétroviseur, c'est quoi? C'est un système à base d'IA qui est entraîné avec des données du passé. Bon, c'est assez dur d'avoir des données du futur. Hein, bon. Donc, vous utilisez les données du passé, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez dans le rétroviseur, et manque de bol, il y a un platane devant vous. Et le rétroviseur est trop gros. Et qu'est-ce qui se passe? Accident. Bah, c'est ce qui se passe régulièrement. Et là, je vous donne un exemple qui n'est même pas basé sur de l'IA, mais qui est le concept humain du rétroviseur. Ce bouquin que j'ai lu il y a une douzaine d'années, c'est un bouquin de Clayton Christensen. C'est le pape de l'innovation aux États-Unis, enfin d'il y a 10 ans. Il avait écrit tous les bouquins sur le dilemme de l'innovateur. Le mec, c'est la référence sur comment on innove, comment on transforme les entreprises, comment on évite de se faire, alors pas ubériser, mais disrupter. Et donc, il écrit un bouquin, qui est le 5e ou 6e de sa série, où il dit, voilà, je vais conseiller aux entreprises de faire des choix pour voir ce qui va se passer dans le futur et s'adapter à ce futur. Et il recommande à une boîte qui est très connue, qui s'appelle Intel, parce qu'il s'appuie sur son machine learning du rétroviseur, de vendre des processeurs pour PC moins chers, parce qu'ils sont concurrencés par AMD. Donc le rétroviseur dit, il y a AMD, ils sont moins chers, donc il faut faire des processeurs moins chers. Résultat, que fait Intel? Vous le savez peut-être, mais dans ces années-là, vers 2005, 2006, 2007, il crée un processeur qui s'appelle Atom, et qui est fait pour les netbooks, les tout petits PC, qui étaient des PC vendus à 300 €, qu'on trouve encore aujourd'hui. Bon, manque de bol, il y a Qualcomm qui arrive et qui fait des chipsets pour smartphones. Et Intel loupe complètement la mobilité. Pourquoi? Parce que pour Intel, aller sur la mobilité, c'était plus compliqué que simplement faire des processeurs moins chers. C'était faire des processeurs différents,
avec des fonctions différentes, avec un GPS intégré, avec un processeur graphique dedans, avec toute la fonction data, que Qualcomm sait faire. Et Qualcomm, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 20 milliards de dollars. Donc, vous voyez, le biais, il est humain, en fait. Le biais, c'est de regarder trop le passé et de ne pas comprendre ce qui peut se passer et de ne pas analyser les choses qualitativement. Et ce biais-là, l'IA peut l'amplifier. L'exemple n'est pas IA, mais c'est ce genre de biais qui peut être amplifié par des techniques à base d'IA. Alors vous connaissez peut-être ces logiciels, je n'ai pas la vidéo parce que ce n'est pas mon PC qui joue là, mais on peut, vous savez, on peut faire des vidéos artificielles, on peut faire parler Barack Obama, on peut faire créer des voix synthétiques. Tout ça, ça fait un peu peur parce qu'effectivement, la potentialité de solutions d'IA de générer des fake news est inquiétante. Enfin, au départ, les fake news ne sont pas inventées toutes seules par l'IA. Ce n'est pas l'IA qui dit « je vais faire une fausse vidéo de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron pour m'amuser ». C'est un type qui le fait. C'est un type, un russe par exemple, qui décide de faire sa vidéo pour foutre la grouille, quoi. Donc c'est bien un choix humain. C'est pas l'IA, c'est juste une boîte à outils qui est utilisée comme ça. Ça, c'est comme le débat sur les armes à feu aux États-Unis. L'IA par défaut ne tue pas. Une arme à feu par défaut, ça tue. Mais bon. Autre débat, c'est le traitement de la parole. Alors, tout le monde a peur de ces outils-là parce que c'est vrai, quand on installe son Google Home ou son Echo chez soi, et qu'il entend tout ce que vous dites, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Mais c'est vrai que, bon, comme il enregistre tout, qu'il peut vous vendre tout et n'importe quoi, que parfois, d'ailleurs, Amazon Echo entend la pub à la télé et vous achète ce que la pub dit, donc il y a des sketchs comme ça qui sont assez rigolos, bah, ça aboutit à des choix stratégiques et des choix de topologie d'information, de système d'information. Justement, au CES cette année, il y avait Linto, filiale de Ninagora, et il y avait Snips, qui était présent pour promouvoir une solution de traitement de la parole qui fonctionne en local dans les objets, sans passer par le cloud. Bah, pour éviter le 100% cloud que Vanessa présentait tout à l'heure, parce que ça peut être dangereux d'avoir, c'est ce que fait CareOS aussi, qui est une boîte qui était aussi au CES, le système d'exploitation pour la salle de bain, qui évite que les vidéos de vous-même en train de vous essayer toutes nues arrivent sur Internet et circulent sur des réseaux pas très bien protégés. Donc il vaut mieux que ça reste à la maison, ça. Donc il y a des gens qui pensent à ça. Et la topologie, la répartition des traitements, de la data entre les objets, le cloud, les serveurs, c'est un sujet de société. Et c'est un sujet technique, et c'est aussi un sujet d'énergie. Parce que selon la manière dont on répartit les traitements et les données, la consommation d'énergie n'est pas la même. Donc là, il faut avoir une responsabilité plus globale quand on développe un système de ce type-là. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des tonnes de composants électroniques qui sont créés et qui étaient présentés au CES cette année, des composants justement qui permettent de déporter de l'IA, des fonctions de reconnaissance des images ou de la parole, dans les objets, pour éviter qu'elles soient toutes du côté des serveurs. Donc ça, c'est une industrie qui est en train de se créer, avec quelques boîtes françaises d'ailleurs dans le lot. Les robots aussi, ça fait très peur. Hein. Vous connaissez ces fameux robots de Boston Dynamics et de Shaft. Il se trouve que j'ai vu la semaine dernière le fameux Spot Mini à l'USI, une très belle conférence à Paris organisée par Octo Technologies. Et ce chien est impressionnant. Alors j'ai même un gif animé. Voilà. C'est marrant. Hein. Alors il évite les obstacles, il monte les escaliers, il est capable de prendre une canette de coca et vous la donner. Bon, petit détail, c'est télécommandé avec une manette de jeu. Ben oui. Alors en fait, l'autonomie du robot, elle est liée au fait qu'il se débrouille. On lui dit avance, recule, va à droite, va à gauche, comme dans un jeu vidéo. Mais le choix de l'action, même de prendre la canette et la donner, c'est le type qui avec sa manette qui le fait. Pourquoi? Ben ça, rappelez-vous mon slide du début, c'est lié au fait qu'on sait faire du deep learning, on sait analyser une image, on sait éviter, on sait avec un peu d'apprentissage monter des marches avec un robot, mais il ne sait pas raisonner. Et le plus gros obstacle aujourd'hui pour faire évoluer l'IA, c'est la partie raisonnement. Et c'est un domaine où on a beaucoup de mal. Et donc, le robot, on est obligé de le télécommander de manière classique. D'ailleurs, vous connaissez la fameuse Sophia, la fameuse là, qui a eu la citoyenneté en Arabie Saoudite. Il faut savoir que là, ça s'appelle le truc à gogo. Parce qu'elle est intervenue dans une conférence en Arabie Saoudite, dans un sommet organisé par le fameux MBS, là, le Bin Salman, vous savez, le prince d'Arabie Saoudite. Et il a été tellement impressionné par la démo qu'il a dit « je vais la nommer citoyenne » avant de donner le droit aux femmes de conduire des voitures. Chaque chose, il gère les priorités. Hein. Les robots d'abord, les femmes après. Et alors, il faut savoir que la démo était entièrement scriptée. C'était une démo qui était fake. Toutes les démos de Sophia sont fake. C'est-à-dire que les démos, le script de dialogue entre un individu et ce robot sont préenregistrés. Donc c'est de la fumisterie totale. Ça nous fait croire que le robot est intelligent, réfléchi, etc. Mais non. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ça ne sera pas différent. Mais aujourd'hui, c'est de la fumisterie. Donc quand on voit qu'un pays prend une décision de ce type-là, qui est très symbolique, basée sur une fausse démo, là, ça fait peur. Mais ce qui fait peur, c'est la connerie humaine. Ce n'est pas l'intelligence artificielle.
Ça aussi, ça fait peur. Moi, j'aime pas ça. Ça, c'est basé sur du deep learning basique d'analyse des images et des visages. C'est un système qui est vendu aux États-Unis par une start-up qui a levé 93 ou 14 millions de dollars, ce qui est de l'argent de poche là-bas. Hein. Et cette boîte, elle vous propose d'analyser des vidéos de candidats qui s'enregistrent eux-mêmes avec leur webcam, et elle détecte dans le sourire des personnes si ce sont des gens qui vont bien travailler en équipe, vont être sympas. Donc, il ne faut pas faire la gueule. Hein. Mais ça s'appelle le recrutement à la tête du client. Hein. Et bah, là, on se dit, les relations humaines, avec ça, c'est un peu moyen. Bon, c'est valable pour des boîtes qui doivent recruter des milliers de gens, qui ont des problèmes de tri de CV, mais bon, c'est un peu inquiétant. Et pour conclure, il y a plein de gens qui vous disent que bientôt, il y aura une intelligence artificielle supérieure, générale, qui va dépasser l'homme et qui va nous bouffer. Pourquoi les gens imaginent ça? Parce qu'en fait, ils regardent trop la science-fiction. Ils sont trop inspirés par la science-fiction et ils projettent leur peur sur les technologies du futur. Et j'adore ce rapport qui date d'il y a 2 ans. Pour la petite histoire, c'est un rapport qui évalue les risques potentiels pour l'humanité. Alors, ils ont mis les risques de pandémie, genre Ebola qui traverse toute la Terre. Ils ont mis l'arrivée d'un astéroïde. Ils ont mis, disons, guerre nucléaire, genre la Corée et les États-Unis. Ils ont rajouté tout ce qui est climatique. Et ils ont mis aussi l'explosion du volcan de Yellowstone qui détruirait la moitié des États-Unis et le reste de la Terre avec. Et ils mettent l'IA ici. Je rigole doucement parce que, bon, disons, le risque n'est pas le même et pas forcément avec la même échéance. Et statistiquement, ce n'est pas le même genre de risque. Ils ont juste oublié un, qui est la menace orange, qui est tout en haut, là. Vous le reconnaissez, j'imagine. Ou pas? C'est Donald. Donc, il est à lui tout seul aussi dangereux que tous les autres réunis. Hein. Donc, alors, pourquoi on a peur? En fait, on a peur parce qu'on projette sur l'IA les peurs qui sont issues de la science-fiction. Et d'ailleurs, je me suis amusé à prendre, alors je ne sais pas statistiquement, moi j'ai le biais du rétroviseur dans ce slide-là, mais je me suis dit, je prends les grands titres de la science-fiction et j'essaye de regarder lesquels ont un impact plutôt dystopique et d'autres qui sont plutôt utopiques. Eh bien, c'est très très dur de trouver des science-fiction qui soient utopiques. La plupart des science-fiction sont dystopiques parce que la fiction, c'est pour ça qu'il y a plein de films avec des meurtres tout le temps, avec des zombies, on aime bien se faire peur dans la fiction, donc on a plutôt des visions dystopiques. Qui a vu le Bicentennial Man, sorti il y a près de 20 ans? Il y en a un qui l'a vu, voilà. C'est un des rares films, Damien, c'est un des rares films qui est plutôt utopique sur la robotique. Mais les gens retiennent Terminator, Black Mirror et toutes les saloperies qu'on peut voir qui font peur. Donc c'est pour ça qu'on a peur aujourd'hui. On a peur aussi pour l'emploi. Et j'arrête là, hein, désolé. On a peur sur l'emploi. Il y a des études qui sont faites depuis 5 ans qui essayent d'estimer le pourcentage d'emplois qui vont disparaître ou être transformés du fait de l'IA. Alors, moi, mon premier raisonnement, c'est de dire d'abord, on n'en sait rien. Faut être humble dans la vie. Hein. On n'en sait rien. On ne sait pas ce que les innovateurs vont faire pour innover. On ne sait pas à quelle vitesse ces innovations sont adoptées. On ne sait pas dire quelles sont celles des innovations qui ont un intérêt économique. Parce que les agents économiques de la vie économique dans la planète, ils ne choisissent pas tout n'importe quoi, n'importe comment. Vanessa, tu évoquais tout à l'heure un chiffre d'affaires de 25 trillions de dollars lié aux technologies. Juste pour info, c'est 1/3 du PIB mondial. Je repensais aux ordres de grandeur. Hein. Les ordres de grandeur, il faut qu'ils soient raisonnables, en tout cas dans un laps de temps qui soit correct. Alors, ce qui est très marrant, c'est que je me suis amusé à faire du machine learning sur les études de destruction d'emplois de l'IA. Et le machine learning, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que plus l'étude est proche, plus le pourcentage est faible. Alors, et pour cause, parce que les gars de Oxford, qui en 2013 annonçaient 50% d'emplois disparus en 2023, là, on est au milieu. Hein. On est 5 ans plus tard, et on a à peine un pouillème d'emplois qui a disparu. Pourquoi? Parce que dans cette étude-là, il y avait la moitié des infirmières vont être remplacées par des robots. Et il n'y avait pas encore eu la démo de Hanson Robotics en Arabie Saoudite. Donc en fait, les gars, ils faisaient des prédictions sur des choses qui n'existent pas encore. Or, la vitesse d'adoption d'une technologie, quelle qu'elle soit, notamment quand c'est hardware, c'est des cycles de minimum 20 à 25 ans. Donc le gars qui prédit en 10 ans que des jobs vont être remplacés par un truc qui n'existe pas encore, ont fumé la moquette. Ils vont trop vite. Donc il faut être prudent par rapport aux prédictions. Par contre, à plus long terme, il peut se passer des choses. Mais à 10 ans, les prédictions ne valent rien. Parce que les cycles sont beaucoup plus longs que ça. Et surtout, toutes ces prévisions-là sont très très mauvaises. C'est normal qu'elles soient mauvaises. Elles sont mauvaises sur la création d'emplois. Alors on sait que l'effet Schumpeter marche plus ou moins bien avec le numérique, mais c'est très très dur de prévoir ce que les gens vont inventer dans le futur comme nouveaux emplois. Genre, est-ce qu'il y a 15 ans, vous auriez pu prédire que dans toutes les villes, il y aurait des boutiques de tatouages?
C'est con ce que je dis, mais c'est vrai, ça existe. Hein. C'est un nouveau business. Les jeunes se tatouent plus qu'avant. Et il n'y a aucune technologie qui permet de le prédire. C'est pas de l'IA. Il y a de nouveaux loisirs qui se créent, de nouveaux services qui sont inventés. Et l'homme est créatif de ce côté-là. Donc on ne peut pas le prédire à l'avance, ça. On ne peut pas prédire à l'avance les politiques des pays, les politiques de redistribution ou de non-redistribution dans les pays. L'interaction entre les technologies et les politiques est très difficile à prévoir. Donc en fait, tout ça, on ne peut pas le prédire. Donc tout ça pour dire que, finalement, ayez confiance dans les technologies, soyez prudents vis-à-vis de l'homme et de ses propres choix. C'est plutôt ça le raisonnement qu'il faut avoir. Et il faut rester la tête sur les épaules, comprendre ce que font les technologies, comprendre les biais humains dans les technologies, et ça permettra d'avoir une vision peut-être plus rationaliste et plus positive du rôle des technologies dans la société. Merci. Merci Olivier.